tous. Vous êtes nombreux et vous nous suivez également en ligne. Ce lancement de comité est retransmis en direct sur valdoise.fr, Facebook, X. Nous nous réjouissons de votre présence. Bienvenue à tous, bienvenue Monsieur le Préfet, Monsieur le Ministre, Président de la Métropole du Grand Paris, Madame la Présidente du département, chers élus, dirigeants, associations, valdoisiens, vous tous qui soutenez ce projet. Quoi de mieux qu'un vendredi 13 pour lancer sous les meilleurs auspices ce comité de soutien au projet de ligne 19. La preuve de ce lancement heureux avec cette tribune publiée ce matin dans le Parisien, relayée sur de nombreux réseaux sociaux. Voyons tout de suite, peut-être, combien de soutien comptabilise le projet de ligne 19 pour ce premier jour. Et nous pouvons déjà nous applaudir de cette mobilisation. Bravo à tous. Des élus, des acteurs de la vie économique, des usagers valdoisiens qui soutiennent ce qui est sans doute le projet de mobilité pour le département. Promesse de déplacement quotidien considérablement amélioré pour les valdoisiens. Atout majeur en termes d'attractivité, tous l'affirment. La ligne 19 est une chance pour le Val d'Oise. C'est le thème de notre table ronde, une table ronde d'une heure qui sera suivie d'une vingtaine de minutes de questions-réponses. Le projet avance, le département est mobilisé. Dans un instant, Philippe Rouleau, vice-président du département délégué au transport et aux mobilités douces, va nous présenter un point d'avancement. Mais j'invite tout de suite Madame la présidente du département, Marie-Christine Cavecchi, à me rejoindre pour ouvrir cette matinée d'échange. J'adore les applaudissements avant de dire quelque chose. Ça me plaît bien. Monsieur le Préfet, Monsieur le Ministre, chers amis, messieurs les sénateurs, vous êtes tous les trois là. Les conseillers régionaux vont avoir un petit peu de retard, mais vont nous rejoindre. Je dois dire que Monsieur le Président de la CEMARIS, cher Stéphane, merci d'être là tous et toutes avec nous. Et je salue tous mes conseillers départementaux qui ont pu se déplacer, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Et je les en remercie puisque c'est une unanimité autour de ce projet de la ligne 19. J'ai envie de dire, chers amis, puisque c'est pour ça que vous êtes là ce matin, chers partenaires. Alors, merci d'être venus aussi nombreux pour lancer ce comité de soutien de façon très officielle. Vous l'avez compris, il nous permet de rassembler toutes les forces vives déterminées à défendre sans relâche la réalisation future d'une nouvelle ligne du Grand Paris Express en Val d'Oise, la ligne que nous avons appelée, en toute simplicité, la ligne 19. Il y en a 18 aujourd'hui. Allons-y. Alors même que le Grand Paris Express est présenté comme l'un des grands chantiers modernes du siècle, c'est vrai, conçu pour améliorer les mobilités entre les banlieues, le Val d'Oise reste toujours le grand oublié. Une seule desserte est prévue sur le tracé de la ligne 17. Une station qui s'apparente, j'ai envie de dire, plus à un petit lot de consolation qu'à une réelle réponse aux habitants. Les Valdoisiens, qui par ailleurs financent, je vous le rappelle, via la fiscalité, au même titre que les autres franciliens, la réalisation des lignes express existantes et à venir. Cette station de Gonesse, elle répond bien sûr aux besoins d'un territoire, mais ce territoire, il concentre plus d'1 200 000 habitants. Le territoire du Val d'Oise, c'est plus d'1 200 000 habitants. Alors nous, qui sommes des élus, des citoyens, des représentants des intérêts locaux, nous le disons, et je le dis
pour vous, avec force et détermination, il n'est pas question pour nous que le réseau initial demeure en l'état. Nous avons besoin de cette nouvelle ligne. Les Valdoisiens, pour nos entreprises, pour les Valdoisiens, et notamment pour celles et ceux qui empruntent la deuxième plus importante plateforme de correspondance aéroportuaire d'Europe et qui se rendent dans l'un des grands centres d'affaires les plus importants d'Europe, la Défense. Il y a de très nombreux bénéfices à réaliser cette ligne 19. Nous savons qu'elle répondra aux enjeux environnementaux actuels et futurs, qu'elle participera à l'attractivité économique de chantiers majeurs en cours de réflexion, qu'elle apportera des réponses concrètes en matière d'insertion et d'emploi. Nous savons, plus que quiconque, que l'absence de cette ligne entraînerait des conséquences désastreuses sur nos filières d'excellence, notre industrie, notre agriculture, nos centres de recherche. Nous devons donc travailler dès aujourd'hui aux réponses à apporter à la population la plus jeune de France métropolitaine. On se bat un petit peu avec la Seine-Saint-Denis. Certaines fois, c'est le... Aujourd'hui, c'est moi, c'est nous. On va dire ça. Eh bien, nous devons donc travailler dès aujourd'hui à apporter des réponses à cette jeunesse métropolitaine qui constituera le vivier d'actifs majeurs des 20 prochaines années. Je vous le disais il y a quelques instants, la future ligne 19 reliera les deux pôles d'attractivité de Roissy-Charles de Gaulle et de la Défense. Le long de son tracé, plus de 450 000 emplois seront alors accessibles et grâce à des trajets plus fluides, plus rapides et à de meilleures interconnexions, la ligne 19 offrira de nombreuses perspectives à l'ensemble des usagers venus de toute l'Île-de-France, aux entreprises et à leur personnel. Les bénéfices de la ligne 19 profiteront à tout le Val d'Oise, pas seulement à l'est du territoire, car avec les interconnexions au réseau du Transilien, du RER, il deviendra plus facile de se rendre à Paris, mais aussi dans les autres départements, et sans utiliser sa voiture. Chaque étape est cruciale. Je peux vous assurer que nous avançons. Dès novembre 2023, le département du Val d'Oise et la région Île-de-France ont acté le cofinancement des études exploratoires. Un grand merci à la présidente Valérie Pécresse. Des études de la ligne 19. Plus récemment, Monsieur le préfet de région, Monsieur Marc Guillaume, m'a confirmé le cofinancement des études d'avant-travaux. Moi, je les appelle comme ça pour que je comprenne tout. C'est plus facile pour moi. Via le contrat de plan État-région. Vous l'avez compris, je souhaite qu'ensemble, nous fassions des prémices du tracé d'aujourd'hui une ligne concrète du Grand Paris Express de demain au bénéfice de tous les Valdoisiens et des Franciliens. Et je pense qu'il pourra y avoir, j'imagine même très facilement, qu'il pourra y avoir un lien avec la ligne 18 Nord, Monsieur le Président. Évidemment. Et donc, je sais que pour y parvenir, je pourrai compter sur la mobilisation de chacun d'entre vous. Je suis donc très fière de lancer aujourd'hui, très officiellement, ce comité de soutien à la ligne 19 du Grand Paris Express, un comité né de cette volonté partagée de faire entendre haut et fort la voix du Val d'Oise à travers ses élus, ses acteurs économiques, ses habitants, ses partenaires publics, toutes et tous qui croient profondément en ce projet, indépendamment, et je tiens à le souligner, indépendamment de leur sensibilité politique. Car la ligne 19 est une promesse d'avenir, c'est un levier pour la transformation de nos villes et pour le développement futur de notre département. Alors, juste un petit coucou à Philippe Rouleau qui va prendre la suite et qui est mon vice-président délégué, notre vice-président, pardon, délégué au transport et aux mobilités et qui suit très près, il a intérêt d'ailleurs, de très très près à mes côtés ce projet de la plus haute importance. Je vous renouvelle tous mes remerciements pour votre présence et votre engagement, parce que ce n'est pas fini, c'est juste le début. Merci à toutes et à tous.
Merci Madame la Présidente pour ce mot d'introduction. Monsieur le Vice-président, si vous voulez bien rejoindre le pupitre pour présenter un point d'avancement sur le projet de ligne 19. Alors merci Madame la Présidente pour ces propos introductifs. D'abord, ce projet, il existe par la volonté de certains élus, dont Madame la Présidente Marie-Christine Cavecchi. Merci Marie-Christine pour être aussi persuasive et d'avoir lancé ce projet. C'est vrai que ce projet, on en avait besoin. Je veux aussi saluer le service communication et le cabinet, parce que je trouve que pour donner corps à un projet, il faut aussi beaucoup de communication. Et moi, je ne sais pas vous, mais ça me fait plaisir de voir le métro ligne 19 comme ça. On s'y croirait presque, même si c'est quand même dans quelques années. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, c'est le lancement du projet. Enfin, c'est pas le lancement, puisqu'on y travaille depuis 2021, et on l'a vraiment lancé en 2021. Mais aujourd'hui, c'est le comité de soutien, le lancement du comité de soutien. Et c'est vrai que ce projet, on peut pas le faire seul. Hein. C'est un projet collectif avec l'ensemble des élus. L'année dernière, on avait d'ailleurs fait une consultation. Je vois les parlementaires qui acquiescent. Effectivement, on s'était adressé on vous avait présenté spécifiquement donc ce projet. Vous aviez fait des remarques. Et d'ailleurs, il m'en a refait une tout à l'heure. Tout ça est à l'étude. Tout ça est à l'étude. Mais en tout cas, c'est bien d'instaurer un dialogue à la fois avec le monde économique, avec les élus, et puis l'ensemble des maires. Évidemment, le sujet à chaque fois qui revient, vous allez voir, je ne sais pas si vous avez vu sur le premier stade, on vous a mis un parcours qui est suffisamment évasif pour que ça ne fasse pas débat. Effectivement, tous les élus se disent, est-ce que la ligne 19 va passer dans ma ville ou à proximité de la ville? En tout cas, les études vont être lancées. Merci également, effectivement, au préfet hein, qui est totalement impliqué dans ce projet depuis longtemps. Évidemment, sans l'État, on ne peut rien faire, sans la région non plus. Donc c'est vraiment un projet collectif. Alors, la première chose, le premier constat qu'on peut faire, et ça, je crois qu'on est tous d'accord, c'est que les Valdoisiens ont été laissés à l'écart donc du Grand Paris. Et ça, c'est pas possible, puisque notre département, effectivement, est desservi de façon marginale. Donc alors on ne va pas cracher dessus non plus, parce que ça n'a pas été facile de l'obtenir. Mais la ligne 17, hein, il faut savoir que la ligne 17 du Grand Paris Express dessert une gare, et on a réussi à avoir une seule gare. Alors c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Donc une gare, c'est déjà pas si mal. Mais sachez que même pour avoir cette ligne 17, ça a été compliqué. Moi qui suis aussi administrateur d'Île-de-France Mobilité, il a fallu se battre au conseil d'administration parce que des gens étaient contre ce projet-là. Donc c'est très bien. On a eu, et j'ai eu moi quelques déceptions, hein, puisque vous savez que le barreau de Gonesse donc avait été abandonné à l'époque, donc a été remplacé par 3 lignes à haut niveau de service. Et puis on a toujours en tête quand même donc je parle aussi pour tout à l'heure j'ai vu l'association Plus de Trains, voilà. Donc on a toujours en tête et on défend toujours donc l'extension du T11 et du T13, bien sûr, et je rassure tout le monde. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on mène un projet ambitieux avec la ligne 19 qu'on abandonne tous les autres projets. Je le dis parce que c'est des choses qui nous reviennent. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On continue à se battre sur ces projets. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le Val d'Oise, comme je l'ai dit, c'est une seule gare. La Seine-et-Marne, c'est 5 gares. Les Yvelines, c'est 3 gares. Et l'Essonne, un département qui nous ressemble beaucoup, on se compare souvent à l'Essonne, c'est 6 gares. Donc vous voyez qu'on a été quand même délaissé donc par le Grand Paris Express. Ensuite, et ça j'en parle souvent, on a également des interconnexions avec les lignes du Grand Paris Express et en particulier la ligne 15. Donc c'est important parce que les Valdoisiens vont pouvoir quand même bénéficier de ces interconnexions. Mais ces interconnexions sont de qualité inégale. Vous voyez sur ce slide que des interconnexions, donc les grésillons donc, par rapport à la ligne C, la ligne L, la ligne J à Bois-Colombes, donc se font en quelques minutes. Par contre, d'autres interconnexions, il faut quand même beaucoup marcher, donc on ne peut pas
tout miser sur ces interconnexions. Voilà, donc ça veut dire que ça aussi, ça justifie hein, qu'on mette ce projet à l'étude. Et après, ce qu'on peut constater également, c'est que, comme vous le savez, la SGP se finance pas par l'opération du Saint-Esprit, hein, c'est par des impôts vers les entreprises et puis également des impôts des Valdoisiens. Et donc, on a comparé donc, la contribution des Valdoisiens par rapport aux investissements qui ont été réalisés. Et le Val d'Oise représente 4,5% donc, de la contribution à la Société du Grand Paris, des grands projets, et puis pour des investissements qui représentent seulement 1%. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un déséquilibre par rapport à ce qu'on verse aujourd'hui. Alors la ligne 19, donc, je vais rappeler hein, pour ceux qui n'ont pas toutes les informations, mais c'est une infrastructure donc, nouvelle, ça vous le savez, qui sera longue de 25 à 30 km donc, entre Nanterre et Gonesse, une dizaine de nouvelles gares, donc vous voyez le bond, hein, on passe d'une gare à 11 gares. Ça va toucher 850 000 habitants, donc il y a 850 000 habitants qui seront à moins de 2 km de la gare. Et puis, et ça j'y suis très attaché, Madame la Présidente également, ça contribuera également à l'accès à l'emploi de façon très importante, puisqu'il y a 450 000 emplois donc, qui pourront être desservis grâce à cette nouvelle ligne. Ensuite, les distances parcourues. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Donc Argenteuil, et je salue le maire d'Argenteuil que j'ai vu tout à l'heure. Argenteuil, Nanterre-la-Folie, on va le faire en 9 minutes au lieu de 20 minutes aujourd'hui. Pont-de-Beson, Roissy-Charles de Gaulle, donc 30 minutes au lieu de 59 minutes. Garges-Sarcelles, Argenteuil, donc 12 minutes pour 33 minutes sans la ligne. Hermont-Aubonne, 30 minutes pour 50 minutes. Et Pontoise, Roissy-Charles de Gaulle, donc 48 minutes au lieu de 62 minutes. Donc vous voyez que les temps de trajet, l'économie en temps de trajet est considérable. Alors ensuite, j'ai déjà beaucoup évoqué, donc l'attractivité... on va passer. Voilà. L'attractivité économique. Donc sur cette diapo, vous voyez que la ligne 19 donc, va permettre donc, aux habitants des entreprises d'Argenteuil d'élargir leur aire de rayonnement jusqu'à Versailles et Roissy en seulement 30 minutes. Et ça, c'est juste un exemple. Donc c'est vrai que pour le développement économique et pour l'attractivité économique de notre territoire, je n'avais pas vu, Georges, tu es là, c'est extrêmement important. Et puis, ça va rapprocher effectivement des grands pôles d'emploi comme la Défense et Roissy-Charles de Gaulle. Alors ensuite, cette ligne 19 va permettre de diffuser donc, sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que ceux qui sont traversés par cette ligne 19 sont très contents, mais par des rabattements, ça va toucher énormément de villes. Et puis, quand les services ont préparé donc, ce document, je leur remercie d'avance. Ils ont mis ma ville en premier. Donc, ça va permettre d'améliorer également la situation pour des villes comme Herblay, qui sont mis en premier. Merci à eux. C'est honteux. Herblay, Franconville, Taverny, Montsou, Goussainville, Pontoise, Persan et Chars, évidemment, vont pouvoir bénéficier, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de la ligne, mais bien sûr, il y a aussi tout un tas de rabattements qui vont être étudiés pour avoir accès à cette ligne. Et donc, ça va vraiment irradier l'ensemble du territoire. Alors maintenant, pour les avancées du projet, donc on a commencé bien sûr à travailler sur ce projet. Et moi qui travaille... Comment ? On a déjà commencé, oui, tout à fait. Et donc, effectivement, je vais... Alors, ça fait maintenant presque 10 ans que je suis vice-président en charge des transports. Et c'est vrai que c'est assez frustrant parce que c'est quand même un peu long. C'est quand même un peu long. Et même la ligne 17, qui devrait être inaugurée donc, en décembre 2028, bon...
j'espère être toujours là en 2028, mais peut-être même que je ne pourrais pas l'inaugurer. En tout cas, c'est des projets qui sont très très longs. Et la ligne 19, bien sûr, on est parti pour longtemps. Ça commence toujours par des études. Il y a des montants d'études qui seront extrêmement importants. Et donc là, on a commencé à étudier la gare. En fait, on a déjà engagé 500 000 euros d'études. Et puis, je crois que c'est le slide suivant. Donc, il y a une première étude qui a été réalisée. Et on est content parce que cette étude porte sur la gare terminus, donc à Nanterre, La Folie. Donc, les retours de ces études sont positifs. Donc, c'est une bonne chose. Il y a des études complémentaires qui vont être réalisées, mais les premières remontées qu'on peut avoir montrent que c'est possible. Donc, et c'est vrai qu'on va avancer pas à pas. Et donc, cette étude, c'est le début des études sur le tracé et qui viendront confirmer donc, ces préétudes. Donc, il y a vraiment... Donc là, en 2025, on va vraiment poursuivre ces études donc, sur l'ensemble de la ligne. Bien sûr, ça se fera il y a des problématiques techniques, il y a des problématiques également de desserte foncière. Enfin, il y a énormément de points à regarder. Je rappelle que c'est un métro, hein, j'anticipe, hein, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui nous parlent d'artificialisation des sols, etc. Ça se passe en dessous les sols. C'est un métro. Voilà, donc ce qui est au-dessus, c'est uniquement les gares. Voilà. Donc j'anticipe sur des choses que j'ai déjà entendues. Donc il s'agit bien d'un métro en sous-sol. Et en tout cas, on travaillera en relation avec les territoires et on a déjà entendu un certain nombre de demandes. Donc voilà. Donc le volet financement, donc c'est quelque chose d'important. Donc ce projet a été inscrit au DRIF E. Donc c'est une première avancée. Vous êtes également des acteurs qui vont nous permettre de renforcer donc l'existence de ce projet. Et puis, comme je disais en début, donc ça a commencé les premières réflexions, c'était en 2020-2021. Et puis on a donc fait inscrire au DRIF E donc ce projet. On a fait des concertations, on a présenté ce projet donc à l'ensemble des acteurs du territoire. Et encore une fois, si ce projet voit le jour, c'est avec l'énergie de tous, et on a besoin de tous les acteurs, que ce soit les maires, l'ensemble des élus locaux, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les députés. Est-ce qu'il y a des députés dans la salle ? Ça serait bien qu'ils soient présents également à ce type de manifestation. Merci aux sénateurs d'être là. En tout cas, on a besoin de tous les élus pour être derrière ce projet. Voilà. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre présence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, pour cet éclairage. Discutons-en à présent autour de ces tables rondes. Je vous invite à monter sur scène et à vous installer. Philippe Court, préfet du Val d'Oise. Marie-Christine Cavecchi, présidente du département du Val d'Oise. Je vous en prie. Patrice Robin, président de l'Union des maires du Val d'Oise et conseiller départemental. Régis Lacotte, directeur général adjoint du groupe ADP en charge des opérations et de l'innovation et directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Stéphane Layani, président du marché international de Rungis, président directeur général de la CEMARIS. Édouard de Kecker, docteur et professeur de la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC. Arnaud Bertrand, président de l'association Plus de Trains. Et nous aurons également Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, en vidéo dans quelques minutes. La ligne 19 est une chance pour le Val d'Oise, c'est le thème de cette table ronde. Merci à tous d'avoir accepté d'y participer. Le Val d'Oise est le grand oublié du département du développement des mobilités franciliennes. En 2021, l'ancien Premier ministre Jean Castex lançait le plan pour le Val d'Oise avec
avec l'ambition de mieux relier le département à l'ensemble de l'Île-de-France. Philippe Court, la ligne 19 s'inscrit finalement dans cette volonté de l'État d'accompagner le département. Bonjour à tous. Merci. Pour commencer par cette question, ce qui caractérise la puissance publique, puisqu'on a ici rassemblé finalement tous les acteurs de la puissance publique en Île-de-France, c'est à la fois d'agir sur le réel, sur l'immédiat, de penser le temps long, et puis parfois de prendre quelques initiatives qui sont audacieuses, mais qui sont aussi raisonnables. D'ailleurs, les Grecs, ils avaient cette distinction, ils parlaient du praxis, l'action pratique immédiate, la réflexion un peu contemplative, qui est la sophia, et puis cette prudence, mais audacieuse, qui est celle d'Ulysse, qu'ils appellent phronésis. Et quand on regarde bien, le premier élément, quand même, c'est que dans notre discours, et c'est bien que nous portions le besoin de mobilité dans ce département, qui est le plus jeune d'Île-de-France, comme ça a été dit, pour lequel la moitié des résidents travaillent à l'extérieur aujourd'hui du département, ce qui est une donnée qui est extrêmement structurante pour nous. La première chose d'abord à dire, c'est de regarder le présent. Et le département du Val-d'Oise n'a pas été quand même le grand oublié complètement, puisqu'il y a une gare. Et je voudrais revenir quand même sur l'enjeu que représente la ligne 17 et cette gare qui se fait à Gonesse, parce que c'est là maintenant tout de suite, c'est un sujet de quelques années, et notamment tous les enjeux que sont les enjeux d'interconnexion et de rabattement qui ont été évoqués par Philippe Rouleau tout à l'heure autour de cette gare à Gonesse, notamment au travers, Madame la Présidence, des bus à haut niveau de service que porte le département en lien étroit avec l'État, qui vont déjà permettre de faire un chevelu pour beaucoup mieux desservir ce qui est le principal pôle d'activité du nord de l'Île-de-France, qui est tout l'interland de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Donc le premier élément, d'abord, c'est qu'au travers de ce projet qui est en train d'émerger, d'abord avoir conscience et bien capitaliser sur ce qui est déjà en train de se faire sur la ligne 17. La sagesse contemplative, c'est-à-dire le temps long, il a été pensé, on l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'au travers du SDRIF E, il est prévu un tracé qui est un tracé de principe sur cette ligne 19. Et maintenant, effectivement, il faut prendre une forme d'audace, mais raisonnée, pour savoir comment on va construire l'avenir. Le plan Val-d'Oise dont vous avez parlé, c'est 17 mesures, on le rappelle, on se souvient à l'époque du traumatisme qu'avait créé la fin d'Europa City. Ce qui est très intéressant dans le plan Val-d'Oise, souvent l'occasion de le dire, c'est que c'est la première fois où, de manière globale, le niveau national a vu que le Val-d'Oise avait des enjeux qui étaient spécifiques. Le Val-d'Oise, c'est le département d'Île-de-France qui a grandi finalement le plus tard. C'est le département, vous l'avez dit, Madame la Présidente, qui est le plus jeune de France métropolitaine. C'est celui qui a le plus fort taux de fertilité. C'est celui qui a le plus fort taux de solde naturel. Et donc, on peut enchaîner un certain nombre d'éléments. Et donc, il a tout simplement, en fait, c'est un département qui court un peu derrière sa jeunesse, un peu derrière sa démographie. Il a des besoins qui sont à la fois des besoins d'équipement public de toute nature et bien évidemment des besoins en termes de mobilité. En ce qui concerne ce sujet très structurant, et si je suis ici en tout cas pour le dire, c'est pour dire que d'abord dans le cadre du contrat de plan État-région qui vient devant nous, l'État participera et soutiendra les études stratégiques sur les prolongements de ligne et notamment celles-ci qui vont être confiées à Île-de-France Mobilité. Mais c'est aussi pour dire que lorsqu'on va penser ce temps, qui est un temps long, puisqu'un projet d'infrastructure, ça prend beaucoup de temps à être fait. D'abord parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué techniquement, et puis parce qu'au-delà du comité de soutien aujourd'hui qu'on a compté, il faudra aussi convaincre beaucoup de monde. On a vu avec la ligne 17, on a juste 14 contentieux quand même encore sur la gare de Gonesse. Je dis juste ça comme ça, qui sont vivants, on les gagne tous, mais on a quand même 14 contentieux en cours sur ce sujet. Lorsqu'on va le faire, il faudra aussi penser à la manière dont le territoire francilien, et notamment le territoire nord-francilien, va évoluer. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Il y a deux éléments qui vont être importants. La première, c'est une conviction qu'il va y avoir dans les 10 années à venir, pas dans les 20 ou les 30, dans les 10 années à venir, une profonde redistribution de la manière dont la richesse économique va se répartir en Île-de-France. Pour le dire de manière très simple, aujourd'hui, dans toutes les capitales européennes, la richesse dans des grandes métropoles s'est construite d'abord autour des entreprises et des sociétés de services, pour le dire de manière un peu caricaturale, des professions du droit, du chiffre, des professions tertiaires. C'est le quartier des affaires à Londres, c'est la Défense à Paris, c'est le quartier des banques à Francfort. Demain, il va se passer une forme de révolution qui est une révolution numérique, une révolution liée à l'intelligence artificielle qui fait qu'un grand nombre des métiers qui étaient des métiers de col blanc ne seront plus exercés par ces mêmes cols blancs. En revanche, il y a un type de richesse économique qui restera et qui sera lié au territoire où s'échangent des biens et des choses, où il y a de la production effective.
Et donc, lorsque va être pensée, va être conçue cette réflexion, il va falloir également, et l'exercice va être passionnant, se projeter à 20 ans ou 30 ans pour savoir où se passe réellement la production économique. Et c'est là d'ailleurs où on va voir que les enjeux, les lieux de production, ils sont forts dans le Val d'Oise, parce que nous sommes une terre d'échange qui est particulièrement bien ouverte, non seulement vers l'ensemble de la région Île-de-France, mais également vers l'Europe du Nord. Nous sommes un lieu de richesse sur l'agglomération de Cergy, nous sommes un lieu de richesse surtout sur la plateforme aéroportuaire. Parmi les 5 premiers employeurs privés dans le département, 4 sont localisés dans la grande périphérie, de la plateforme aéroportuaire. Donc c'est un peu tous ces enjeux qui vont être étudiés dans cette étude stratégique et qui rejoignent complètement ce qu'a été la philosophie du plan Val d'Oise, qui est tout simplement de dire nous avons un département aujourd'hui qui continue à grandir, qui continue à se rajeunir, et donc comment on peut l'équiper, comment on peut faire en sorte que les hommes, les biens puissent être échangés, comment on peut faire en sorte pour créer de la richesse sur le territoire au travers de projets d'infrastructures de transport. Je me tourne vers vous, Stéphane Lagnani. Je vois que vous êtes en accord avec ce que Monsieur le Préfet vient de dire. Je sais aussi que malgré un emploi du temps chargé, vous avez tenu à être parmi nous ce matin et je vous en remercie. La Semaris que vous représentez porte un projet, c'est le projet Agoralim, un deuxième Rungis qui serait implanté dans l'est du Val d'Oise. Quel intérêt représente alors pour vous l'arrivée de la ligne 19 dans le département ? D'abord, moi, je voudrais vous dire que je soutiens très fortement ce projet. En tant que chef d'entreprise, en tant que patron de Rungis, en tant que concepteur avec mes partenaires ici présents du projet Agoralim, je pense que la ligne 19, c'est vraiment une chance de plus pour le Val d'Oise. Alors, on ne va pas parler du passé. Le Val d'Oise a été oublié, relégué, abandonné. Je vais vous dire, j'ai même le sentiment d'une forme d'injustice sociale. Quand j'étais à Sciences Po, on nous faisait lire un bouquin qui s'appelait Classe travailleuse, classe dangereuse. Et comme par hasard, on n'a pas fait venir le métro en Val d'Oise parce qu'on veut se protéger peut-être de cette jeunesse un peu envahissante. Et donc, moi, je pense qu'on est dans la bonne temporalité. Ça n'est pas parce que ça a été décidé il y a 13 ans, sous un autre, j'allais dire régime, sous une autre période politique. Je me rappelle des discussions que j'avais avec Christian Blanc, que c'est gravé dans le marbre. C'est pas parce que ces projets sont des projets longs qu'on ne peut pas les modifier. Et donc, on va construire Agoralim d'ici 2030 en Val d'Oise. Ça va être le plus gros marché de produits locaux d'Île-de-France. Ça va être un hub considérable, à quelques minutes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui est le grand hub aéroportuaire français. Rungis est à côté d'Orly, je vous rappelle, et à côté de Roissy, on va faire ce grand hub avec la complicité active des sénateurs, du maire de Goussainville, de la présidente et du préfet, que je remercie très chaleureusement. Et donc, moi, je me dis, j'ai vu ce qu'a fait, je l'ai vu ce qu'a fait l'arrivée du métro à Rungis, puisque nous avons le métro à Rungis, qui dessert l'aéroport d'Orly. Les gens me disent « Ah oui, ça sert à rien, on travaille la nuit, nous on transporte des marchands. » Non, ça a tout transformé. Les chefs d'entreprise se déplacent. C'est la mobilité des hommes, des capitaux, de la production. C'est ça qui est important. Et pour avoir l'animation du Val d'Oise, moi, je souhaite... J'ai vu que l'adjoint au transport disait très justement que ça coûtait de l'argent, mais qu'il y aurait des impôts, etc. Mais moi, je suis prêt à payer des impôts pour que cette ligne 19 s'arrête à Agoralim. Puis après, on ira desservir l'aéroport de Roissy. Arrêt à Agoralim, ensuite l'aéroport de Roissy. Ça, c'est logique. Puis après, s'il faut faire une jonction avec la 18, la présidente a raison, on fera la jonction avec la 18. Donc moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour la philosophie.
mais il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes. Donc si on veut montrer que le Val d'Oise, ça n'est pas l'arrière-cour qu'on cache de la région parisienne, il faut aller devant. Et donc nous irons collectivement voir les élus. Je crois que Marc Guillaume est ouvert à la discussion. Je l'ai vérifié avant de venir ici sur la ligne 19, monsieur le préfet. Et donc, clairement, c'est un beau projet, c'est une belle histoire. Il faut que les Valdoisiens le comprennent. Ça va changer leur vie. Et pour avoir ce métro, on va faire tout ce qu'il faut pour le faire. Et Agora-Lim ne s'en portera que mieux. Parce que demain, dites-vous bien qu'on ne circulera pas. Déjà, c'est un cauchemar pour venir en voiture à Cergy-Pontoise aux heures de circulation. Et donc, nous, heureusement, on travaille la nuit. Mais clairement, les tuyaux de la région parisienne ne vont pas s'ouvrir comme par enchantement. Ça ne roulera pas. Et donc, il faut absolument gagner cette ligne 19 et en faire un choix politique au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, du président de la République, de la présidente de région. Je crois savoir que Valérie n'est pas contre, elle est convaincue. Donc, tout ça change la donne. C'est game-changing, comme on dit aujourd'hui. Et nous, les entrepreneurs du Val d'Oise, on pense que c'est une bonne chose pour le Val d'Oise et pour nos entreprises. Donc on y va. Merci beaucoup Stéphane Layani, on a bien entendu votre message et je vous libère pour d'autres obligations. Vous l'évoquiez à l'instant, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse, qu'on retrouve tout de suite en vidéo, elle apporte son soutien. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui pour cet lancement de la manifestation de soutien à la ligne 19. Mais vous le savez, la région est totalement engagée dans ce très beau projet. Le département du Val d'Oise, c'est le grand oublié du Grand Paris Express. Le métro doit arriver dans le Val d'Oise. C'est pour ça que la région s'est engagée 3 fois aux côtés de ce projet. La première, c'est politiquement, avec tout son poids. Nous avons inventé cette nouvelle ligne avec votre présidente de département, en lien avec les élus. Chère Marie-Christine, nous avons un soutien politique massif. Mais nous nous sommes engagés aussi juridiquement en inscrivant cette ligne dans Île-de-France 2040, le fameux SDRIFE, le schéma d'aménagement qui est en fait la ligne directrice de tous les projets que nous allons mener en région Île-de-France d'ici 2040. Donc un engagement juridique et puis un engagement financier. La région a décidé de financer les études liées à ce prolongement et nous voterons la semaine prochaine 6 millions d'euros sur nos projets de financement des prolongements de lignes de métro, notamment 6 millions d'euros pour la ligne 19. Donc la région est totalement engagée derrière ce projet. Vous pouvez compter sur nous. Et maintenant, il faut se battre pour convaincre que le Val d'Oise a le droit, lui aussi, à sa ligne de métro. Et cette ambition de ligne 19, on le comprend, elle fait politiquement consensus parce qu'elle est considérée comme nécessaire pour le département. Patrice Robin, vous représentez les maires du Val d'Oise. Le projet bénéficie d'une très large mobilisation, un soutien essentiel. Il faut à la fois embarquer tout le territoire, faire adhérer l'ensemble des maires avec un objectif. Cet objectif, c'est le développement économique. À ma connaissance, une quarantaine de maires et présidents de communautés d'agglomération ou communes ont déjà fait voter en conseil municipal un vœu de soutien au projet de ligne 19 proposé par le département. Oui, c'est un début. Moi, je voudrais remettre d'abord en contexte, recontextualiser le Val d'Oise, le remettre en perspective. Il y a une carte d'ailleurs, juste en haut, qui montre le Val d'Oise. C'est un territoire de 70 km de large, enfin de long, 28 km de large au point le plus large. Sur l'angle géostratégique, il est idéalement placé, ça a été dit, il y a plein d'atouts sur ce territoire. Je vais en donner quelques-uns quand même. Monsieur le préfet
Vous disiez à l'instant que c'était la porte sur l'Europe du Nord, et vous avez raison, puisqu'en fait, c'est le seul département francilien qui est directement connecté aux Hauts-de-France, hein, mais aussi à la dynamique des zones d'activité nord-européennes. Le tunnel sous la Manche, n'oublions pas, mais aussi les connexions avec l'Europe de l'Est. Donc on a un territoire qui est idéalement placé et dont les atouts sont indéniables. Ça, c'est pour les atouts de ce territoire. Pour la faiblesse de ce territoire, c'est l'irrigation, justement, des territoires à l'intérieur de ce département. Tenez bien le micro près de votre bouche. Voilà. Donc c'est une faiblesse, hein, dont on est en train aujourd'hui de gommer peut-être de façon pas immédiate, mais dans un futur pas si éloigné que ça finalement quand on regarde la temporalité des choses, donc de gommer les effets, mais on a besoin d'irriguer ce territoire et ça concerne l'ensemble des mers. Et c'est là-dessus que je voudrais insister parce qu'en fait, on peut dans un premier temps être amené à penser que cette ligne 19 va certes irriguer principalement la zone Est. C'est le cas, puisqu'en fait la ligne mécaniquement, au niveau des travaux, etc., sera installée sur cet endroit-là. Mais il y a des effets de rémanence et des synergies qui vont être importantes. Entre l'Est et l'Ouest du territoire, on a vu qu'il y avait des densités de population très importantes. Si on prend par exemple le Vexin, on a 0,7 personnes, 0,7 habitants au kilomètre carré, ce qui est quand même une densité très faible. Et lorsqu'on est dans le reste de l'Île-de-France, en moyenne, on est autour de 6200, 6300 habitants au kilomètre carré. Donc ça, c'est très important. Alors, en même temps, on peut se dire que cette connexion directe entre les Hauts-de-Seine et Charles de Gaulle, dans sa version dessinée actuellement, va permettre aussi de désenclaver une partie du territoire, mais aussi d'amener des gens extérieurs au Val d'Oise de venir travailler dans le Val d'Oise. Et je crois, Monsieur Lacote le dira, parce que je crois, Marie-Christine, que ce n'est plus le deuxième aéroport européen, mais c'est le premier depuis le Brexit, me semble-t-il. Donc ça fait partie de l'attractivité de ce territoire du Val d'Oise, avec son hub, évidemment. Et donc, l'idée, c'est quand même, avec ces interconnexions, ces intermodalités, de faire en sorte que les territoires soient connectés. Donc ça, c'est vertueux aussi pour créer les écosystèmes futurs qui vont permettre aux entreprises de s'installer dans nos territoires, et c'est important, mais de façon vertueuse. Comment est-ce qu'on crée ces conditions-là ? Eh bien, en installant des entreprises, évidemment, mais elles ne viendront que si l'attractivité est au rendez-vous. Cette attractivité, elle est liée au cadre de vie, certes, mais aussi aux infrastructures routières, ferroviaires. Et c'est un territoire qui est en train de se construire. On a inauguré la semaine dernière une plateforme multimodale à Bruyères-sur-Oise qui permet aux entreprises de faire livrer leurs produits ou de les récupérer par la route, par le rail et par l'eau. Donc c'est nouveau. Et c'est la première en Île-de-France. Donc les entreprises ne s'y sont pas trompées. MSC qui a investi sur cette plateforme l'a fait dans le Val d'Oise. Hein. C'est bien qu'il y a trouvé des intérêts, des atouts. L'important aussi, pour les maires que nous sommes, pour ceux qui ont à piloter la gestion des mairies, c'est de créer de la valeur. Mais ce n'est pas un gros mot de créer de la valeur. Créer des richesses, hein, ça permet de moins aller chercher dans la poche des ménages la variable d'ajustement de la construction budgétaire. Chaque année, et ça va devenir de plus en plus difficile, on nous l'annonce dans les médias, on nous l'annonce partout, ça va être très compliqué dans les années à venir, 3 300 milliards de dettes, je le rappelle, donc ça va être compliqué. Donc on a intérêt à faire venir sur nos territoires des entreprises qui ne sont évidemment pas que des entreprises logistiques. Je pense que le territoire est assez équipé de logistique pour l'instant. Donc peut-être M. Lacote en parlera sur la partie aéroportuaire, mais on a beaucoup d'hectares logistiques qui produisent peu d'emplois à l'hectare. On a besoin de densifier de l'emploi durable et de qualité, de permettre l'accès pour ces futurs salariés de ces futures entreprises le plus facile, le plus rapide possible et le plus décarboné possible. Donc, oui, pour la ligne 19, c'est un
sujet qui va embarquer, je pense, l'ensemble des maires. Et si je prends l'exemple de Cergy, qui pourrait penser être un peu éloigné, ce qui est le cas géographiquement de cette future infrastructure, il y a de toute façon, dans ces écosystèmes auxquels je faisais référence, ces rémanences et ces synergies qui vont fonctionner. À partir du moment où on crée les conditions idéales, on va aussi apporter des réponses qui seront le mieux adaptées possible à ce territoire. Donc on a plein d'atouts. Les maires s'empareront de ce sujet. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un certain nombre de maires, vous avez annoncé. L'Union des maires travaillera dans ce sens pour pouvoir fédérer et argumenter de façon à ce qu'on puisse se mettre tous en perspective. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est un projet qui est sur le papier, mais mettre le projet sur le papier, c'est quand même faire le premier pas vers ses réalisations. Merci. Alors l'attractivité, l'inclusion numérique, le développement territorial sont au cœur du projet de Ligne 19. Édouard de Kecker, en tant que docteur et professeur de la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC, vous travaillez sur les sujets liés au Grand Paris. Et avec vos étudiants, vous avez réalisé une étude sur la Ligne 19. Expliquez-nous à quelle conclusion est-ce que vous êtes arrivé ? Merci, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis professeur à l'ESSEC, nous sommes voisins et partenaires. Je remercie la présidente du Val d'Oise, parce que le conseil départemental du Val d'Oise est un partenaire de longue date de la chaire d'économie urbaine. Ça fait à peu près 40 ans que l'ESSEC réfléchit à des questions d'attractivité des territoires, via notamment des réflexions sur les choix de localisation des entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va se localiser dans une ville A, dans une ville B, dans un même écosystème métropolitain? Comment est-ce qu'elle arbitre et comment est-ce que la puissance publique et les partenariats publics-privés peuvent justement influencer ces dynamiques de localisation? Donc c'est un petit peu avec ce regard-là sur l'attractivité qu'on a l'année dernière du coup réfléchi aux impacts que pouvait avoir la ligne 19. À mon sens, il y a deux niveaux. Je vais faire deux niveaux dans ma réponse. Le premier, c'est vraiment strictement la question des mobilités. Et le deuxième, c'est tous les effets induits en matière de développement territorial. Alors sur les mobilités, effectivement, le Grand Paris Express intervient, en fait, il ne faut pas perdre ça de vue, après des décennies de sous-investissement de la puissance publique en région parisienne. Les priorités étaient autres, notamment à la fin du XXe siècle. Donc voilà, tout ce qui peut de toute façon participer à réinvestir et à améliorer les infrastructures en région parisienne me semble le bienvenu. Effectivement, je partage, ça a été dit, et le Val d'Oise est effectivement assez étonnamment oublié des grands projets actuels. Une seule gare contre 6 en Essonne, 5 en Seine-et-Marne, 3 dans les Yvelines, je parle évidemment pour la Grande Couronne. Voilà, donc il était effectivement important d'y remédier. Par ailleurs, c'est un territoire extrêmement hétérogène, avec des vraies zones urbaines, denses aussi, donc un intérêt très fort à amener une infrastructure de ce type-là. Si je prends l'impératif de décarbonation des mobilités, il faut savoir que les mobilités, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre, dont 16% pour la seule voiture individuelle, et ça n'a pas bougé en 20 ans. Il y a d'autres secteurs où la décarbonation a commencé, les mobilités, pas encore. Et donc, en fait, on voit très bien ce qui s'est passé, alors qu'on a beaucoup investi dans les transports publics à l'échelle nationale, mais généralement, les transports n'ont pas suivi. Notamment le développement urbain, périurbain. On est resté dans des investissements vraiment souvent dans les cœurs urbains, au détriment justement des populations qui ont besoin d'alternatives crédibles à la voiture individuelle. Et à ce titre, puisqu'on parle beaucoup également de ZAN, de sobriété foncière, un projet comme celui-ci, il faut bien avoir en tête que c'est bien la même politique que celle qui consiste d'une part à densifier autour de grands nœuds, et celle qui consiste à préserver justement des terres agricoles, naturelles. Ces deux objectifs sont complémentaires. Et éviter justement l'émiettement urbain, le mitage, qui évidemment a des effets en matière environnementale, mais également qui éloigne les populations des services, qui coûtent cher à la collectivité en matière de réseau, etc., etc. Donc ce projet, c'est une colonne vertébrale nécessaire, pas suffisante, à la décarbonation des mobilités et au fait d'offrir, par une politique d'intermodalité, de desserte locale autour des gares, des alternatives à la voiture. Maintenant, sur le plan de l'attractivité territoriale, nous, on a regardé ça à l'aune de ce qu'on sait des moteurs, ce qu'on est arrivé à montrer sur les moteurs d'attractivité des territoires. Très rapidement, on a 3 grands moteurs complémentaires dans l'attractivité des aires urbaines en France, qu'on montre de manière statistique, économétrique. Le premier, qui est un peu le plus intuitif, c'est le rôle positif du taux d'encadrement, c'est-à-dire la proportion de cadres dans la population active. Les 30 dernières années, avec la révolution numérique, on a une tertiarisation de l'économie et donc des territoires qui sont capables d'attirer
des populations qui vont occuper les emplois métropolitains sont des territoires qui créent de la valeur. À ce titre, effectivement, d'abord le Val d'Oise, un peu plus de 18% de sa population active qui est cadre, et donc il y a un levier également de renforcement de l'attractivité résidentielle de ces populations, également de consolidation des filières, vous en avez parlé, Madame la Présidente, du territoire, avec effectivement une desserte améliorée, avec des grands pôles d'emploi que sont la Défense évidemment, que sont la plateforme aéroportuaire de Roissy. Le deuxième sur lequel je voudrais insister, qui est moins intuitif, c'est que quand on regarde le deuxième levier qui est aussi important que le premier en termes de création de valeur, c'est une corrélation négative, qui est liée à la proportion d'inactifs dans le territoire, mais d'inactifs d'âge actif, c'est-à-dire je ne compte pas les étudiants, les retraités. Donc des populations, en gros des 15-64 ans, qui sont hors de la production de valeur, ils ne sont même pas chômeurs, parce que les chômeurs sont des actifs, vous le savez, donc ils sont durablement exclus de la production de valeur par des phénomènes d'enclavement, des phénomènes liés à un déficit de formation. Quand on a des territoires qui concentrent trop de populations de ce type-là, ce sont des territoires, on l'observe, qui détruisent de la valeur économique. On n'est pas seulement sur du social. Donc, parvenir à réinclure dans la production de valeur des populations qui en sont structurellement exclues, c'est un levier de création de valeur économique. Et cette ligne-là, moi, ça me semble être l'un des arguments les plus forts. Ça a été dit, on a un territoire jeune, je crois qu'il y a plus de 40% de la population a moins de 30 ans. Et donc, cette ligne, elle passe dans des zones urbaines qui concentrent beaucoup de problématiques d'emploi, des difficultés sociales, et elle relie à des pôles d'emploi qui offrent en plus, et je pense que la personne de l'aéroport de Paris en parlera mieux que moi, une grande variété d'emplois, de tout type de qualification. Alors évidemment, l'accessibilité, ça ne fait pas la mobilité, ça ne fait pas l'emploi en soi, mais c'est une condition sacrément nécessaire. Donc ce rôle de désenclavement me paraît extrêmement important pour un territoire comme celui-ci, en passant par ces zones urbaines-là, et en offrant ces débouchés. Et enfin, et je m'arrête là, le troisième levier est lié aux services aux personnes, aux aménités, c'est-à-dire à l'amélioration de la productivité des habitants et salariés d'un territoire par les services. Et à ce titre, quand on fait des gares, on le sait très bien, on a d'autres exemples avec le Grand Paris Express, autour des gares, on a un levier de densification, de mixité fonctionnelle, de production de services aux personnes qui me semble tout à fait important. Donc la manière dont nous on analysait les bienfaits de ce projet, c'est à travers ces trois leviers par ailleurs on étudie depuis plusieurs décennies sur les leviers de production de valeur, et voilà, cette infrastructure me semble être une colonne vertébrale qui, de manière complémentaire, en fait, permet effectivement d'améliorer plus généralement l'attractivité du territoire. Voilà. Alors les premiers bénéficiaires de la ligne 19 seront les usagers que vous représentez. Arnaud Bertrand, votre association s'est donné pour mission de chercher des solutions très concrètes pour améliorer les transports collectifs. Si je résume votre pensée en quelques mots, la ligne 19, oui, évidemment, mais attention de ne pas oublier le court et le moyen terme. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais vous remercier tous les élus d'être mobilisés, parce que quand on est sur des sujets de transport, on est sur la vie quotidienne des gens. Qu'on parle de la voiture avec tous les aléas, les bouchons, les difficultés d'être sûr de son temps de parcours, ou qu'on parle de la galère dans le RER quand on arrive sur le quai de sa gare et qu'en fait il y a eu un malaise voyageur, il y a un aiguillage cassé et donc il n'y a pas de train, on parle vraiment de ce qui stresse au quotidien les Franciliens, les Valdoisiens bien sûr, voilà. Et donc on est sur le concret, et nous c'est toujours ce qu'on essaye de partager, hein. C'est des millions d'histoires chaque jour, de rendez-vous loupés, de situations qui parfois se passent très bien, hein. Moi je suis venu en train jusqu'ici très bien ce matin, donc il faut aussi le dire quand ça fonctionne, mais vous voyez on est vraiment sur le quotidien, et donc c'est très bien qu'ensemble vous preniez à corps ce sujet. Et travailler sur une ligne de métro, c'est travailler sur quelque chose qui peut vraiment changer le quotidien et diminuer le stress de ces aléas de transport. Il y a un premier tronçon du Grand Paris Express qui a ouvert juste avant les JO, qui est ouvert à l'heure. C'est important de le dire, c'est le tronçon jusqu'à Orly. Alors bien sûr, ça va jusqu'à l'aéroport, mais tous les territoires qui sont desservis, ça change la vie des usagers. Des gens qui devaient aller prendre des bus pour aller prendre le RER B, qui est bien galère, qui maintenant ont un métro très fiable et automatique. Enfin, il y a une vraie valeur à ça. Le second point sur lequel je voudrais insister et vous féliciter, c'est l'unité que vous affichez en tant qu'élu pour porter un même projet. Il me semble qu'à les clés, on est sur un projet qui va être de fait coûteux et qui est à très long terme.
Je prends juste un exemple, un autre département qui commence par Val, le Val-de-Marne, a su, il y a 20 ans, j'ai regardé, c'était en 2006, lancer une association qui s'appelait Orbival, dans lequel l'ensemble des élus, de façon transpartisane, se sont mis d'accord sur un tracé et ont dit nous, on veut que notre département soit traversé par une ligne de rocade. Et ce projet a ensuite été repris par le projet public du Grand Paris Express et va ouvrir l'année prochaine. Donc il aura fallu 20 ans, avec probablement beaucoup de soutien. Voilà, donc, mais c'était certainement la condition sine qua non. À l'époque, des gens disaient que ça coûterait un pognon de dingue, que c'était sans doute très ambitieux. Ça se fait, et ça se fait, on l'attend. Alors, il y a du retard, ça devait ouvrir il y a quelques années, c'est encore retardé, mais vous voyez, là, il y a encore déjà les noms des gares qui apparaissent. Et donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver. Et cette unité sera essentielle de votre part, ce débat que vous devez avoir sur le tracé, ce débat que vous devez avoir pour ensuite que ce projet ait une chance d'aboutir. Je voudrais aussi dire un mot du fait que les sujets de déplacement, vous disiez, Monsieur Rouleau, que vous n'étiez même pas sûr d'être là à l'inauguration, à ce poste, pour la gare de la ligne 17. Oui, souvent, c'est des sujets de très long terme. Mais il y a aussi des sujets de plus court terme et de plus moyen terme. Et pour nous, il est essentiel, justement, comme on est vraiment sur la vie quotidienne des gens, d'avoir à la fois des perspectives de très long terme qui vont changer les choses durablement, qui vont permettre aussi d'avoir un lien avec l'urbanisation, des projets qui nous dépassent en tant qu'association d'usagers, mais il y a aussi le quotidien. Et il faut vraiment garder cette logique d'une démarche, certes à long terme, mais aussi de choses qui sont à plus court ou moyen terme. Vous avez fait une nouvelle gare de bus à Cergy-Préfecture, qui est essentielle pour ensuite drainer tout autour de la gare du RER. C'est une très bonne chose. Il y a peut-être des choses qu'on pourrait travailler ensemble sur le fait que, même si, et je voudrais féliciter M. Rouleau là-dessus, le RERA, vous nous avez beaucoup aidé à mettre la pression sur IDFM et sur la SNCF pour qu'il s'améliore. Il n'est pas parfait, mais c'est quand même nettement mieux qu'il y a 10 ans, disons-le. Mais ce RERA, même s'il a une régularité qui est meilleure qu'avant, il y a quand même des moments où on n'y échappera pas. La ligne est coupée pendant 2 heures parce qu'il y a eu un accident dramatique, parce qu'il y a une panne, c'est fréquent. Et donc, il faut des solutions pour que les gens puissent quand même se déplacer. Et donc, il y a peut-être des sujets de plus court terme. Est-ce que les bus qui vont à Cergy peuvent être déviés assez vite, avec les moyens modernes qu'on a, vers Pontoise? Parce qu'à Pontoise, vous avez 3 lignes de train, donc il y a quand même une capacité d'emmener beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut flécher un parcours? C'est une petite demi-heure à pied, je crois, entre les 2 gares. Mais est-ce qu'on peut aussi flécher ce parcours? Ça coûte quelques panneaux, pour que les gens qui se disent je le fais à pied. Voilà, des choses très concrètes sur lesquelles il nous semble qu'on peut agir. Argenteuil, juste, une comparaison qui m'a surpris. Argenteuil et Saint-Denis, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près le même nombre d'habitants. Argenteuil a la ligne J, qui quand elle fonctionne est fréquente et bien, mais elle n'a que la ligne J. Saint-Denis, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 RER, 2 lignes de métro, 3 lignes de tramway, et c'est parfait pour ce territoire de Saint-Denis. Voilà. Et donc, si vous voulez, à Argenteuil, il y a un vrai sujet de desserte. Et donc là, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites à court terme. Moi qui habite la ville d'Asnières, et les membres de l'association qui sont dans le Val d'Oise, désolé, n'ont pas pu venir, je vois tous les matins sur le quai de ma gare 400 personnes qui descendent à chaque train, 400 ou 500, venant d'Hermont, Supergare, et d'Argenteuil, qui descendent à Asnières pour rejoindre la Défense. Et c'est 400, 500 personnes toutes les 10 minutes qui vont ensuite changer de train, et c'est assez fiable. Peut-être que là, il y a des choses qu'on peut faire à court terme pour décharger un peu ces trains, voir si on peut revoir les dessertes. C'est des choses de court terme. Et de notre point de vue, avant ce projet de long terme, il y a aussi des choses qui peuvent être envisagées, comme le tramway T11. J'en dis un mot parce que je crois que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est déclaré d'utilité publique. Alors c'est un peu dommage d'avoir des projets qui, pour le coup, ont passé toutes ces phases-là, mais qu'on ne voit pas avancer. Et pour nous, il est important. Pourquoi? Parce que justement, Argenteuil, quand la J est coupée, c'est coupé du monde. Et dans les 1500 places qu'il y a dans un train, vous n'allez pas mettre les gens dans des bus. Donc il faut des solutions structurantes avec de la capacité. Et le T11 apporte ça. Si au moins on pouvait avoir un T11, au moins jusqu'à Argenteuil dans quelques années, on pense que ça aiderait beaucoup pour des trajets banlieue, mais que ça aiderait aussi tous les usagers qui sont coincés gare Saint-Lazare quand ils ne peuvent pas aller à Argenteuil pour prendre une autre ligne radiale et ensuite prendre une ligne de rocade. Donc, nous, on voudrait vous partager qu'on soutient le fait qu'au-delà des sujets de court terme,
on laisse la responsabilité aux élus de savoir voir ce qui est nécessaire à long terme. Vous voyez, vous ne verrez pas l'association Plus de Trains critiquer la gare du Triangle de Gonesse. Pourquoi ? Parce que oui, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, mais c'est la puissance publique et ceux qui voient à long terme qui doivent aussi décider de... Voilà, je vous prends l'exemple de Marne-la-Vallée, de Chessy, de Disneyland. Il y a des endroits où il n'y avait rien il y a 30 ans. On aurait pu râler en disant, bon, aujourd'hui, Val d'Europe, il y a beaucoup d'activités qui s'est créées, de logements, voilà. Et donc, bon, en revanche, notre demande est toujours de pouvoir là-dessus faire attention aussi au plus court terme, faire attention aux usagers. Et en ce sens, notamment, je l'ai dit, c'est Argenteuil-La Défense, l'un des axes clés. Et le projet permet notamment d'améliorer la desserte sur cette zone-là. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de besoins. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Que répondez-vous aux usagers ? Je veux bien. D'abord, je vous remercie beaucoup parce que, comment je pourrais dire, vous êtes rationnel, positif et ouvert. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir cette discussion et cet échange. Évidemment, ce projet de la ligne 19, c'est un projet, on est en train de semer des graines, mais des graines en forme, hein, pas des graines usagées, vieilles, dans un coin, des graines très en forme. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un projet à très long terme. Mais si on ne le fait pas maintenant, on ne peut pas évidemment deviner quel va être le développement exact du Val d'Oise. Mais on s'en doute. Monsieur le préfet l'a dit, vous l'avez dit, monsieur Layani l'a dit aussi. Et on se doute que ce Val d'Oise va avoir un destin absolument formidable. Et c'est pour ça qu'on se bat pour la ligne 19. Donc vraiment, je vous remercie de cette façon de voir les choses. C'est d'un échange et ça sera facile de pouvoir discuter effectivement. Alors, je rajouterai à votre demande pour Cergy, par exemple, le T13. Moi, je suis très attachée au T13 parce que Cergy est une ville étudiante et que le lien avec Versailles, Saint-Germain, où nous avons aussi des grandes écoles nationales, et pour cette population qui va et vient, est très important. Et donc, de ce côté-là, ça serait vraiment très intéressant qu'on puisse y ajouter le T13. Je crois que la région est très intéressée aussi par le T11 et par le T13. Madame Pécresse dit toujours qu'elle laisse les études pour le T11. C'est sûr que, vous savez, bon, on a vu des projets comme cela, ça peut durer 10 ans, 20 ans. Ce que je voudrais, c'est qu'on ne passe pas notre temps à faire des études tout le temps. Voilà, c'est un message, monsieur le préfet, parce que quand on me dit il faut faire des études et puis on en refait d'autres et puis ça dure 2 ans, ça dure 3 ans et on continue, il faut essayer d'aller au plus court. Le Val d'Oise, les habitants très jeunes ont besoin de cela. Donc je souhaite vraiment que les études soient sérieuses, mais qu'elles prennent le moins de temps possible, si je peux me permettre, monsieur le préfet. Je sens que vous avez une force persuasive importante. Donc, j'en profite. Voilà. Donc, les usagers, c'est vrai que lorsque un RER est en panne ou que, du coup, les gens sont coincés ou dans les wagons ou sur le quai, ça pose de véritables problèmes de remplacement. Donc, après, le département du Val d'Oise, comme vous le savez, finance, alors que ce n'est pas du tout sa compétence, hein, je vais dire les choses, des transports. Pour apporter de l'eau au moulin d'Île-de-France Mobilité, comme font tous nos collègues d'ailleurs franciliens. Je pense que c'est... Voilà, et ça fait partie du travail que l'on fait au quotidien. Mais en tout cas, merci de cet échange. Merci beaucoup. Alors, Madame la Présidente, je garde le micro, alors, vous gardez le micro. D'accord. J'ai une interrogation. Cette ligne 19, finalement, elle n'a de sens que si elle est connectée à l'ensemble du réseau du Grand Paris Express. Oui, ben, c'est bien ça le problème, justement, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas connecté, pratiquement pas, puisque on a parlé tout à l'heure du nombre de gares pour la Grande Couronne, mais en tout cas, sur l'ensemble des lignes du Grand Paris Express, c'est une gare sur les 68. C'est quand même voilà. Mais comme a dit Monsieur Layani, je pense que maintenant on va passer au futur. On va arrêter de se pleurnicher. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse justement attraper ces interconnexions qui sont extrêmement importantes. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a un train, eh bien un train, on monte dedans ou on en descend. Monsieur l'a dit. Et non seulement on veut capter les Valdoisiens pour cette ligne 19.
avec des interconnexions, mais je ne vais pas les redire puisque Philippe les a cités tout à l'heure. Mais en plus, je souhaiterais je pense que ça serait intelligent que d'autres départements, d'autres habitants franciliens puissent venir, et ça les aide à vivre au quotidien. Et je vais me tourner vers Patrick Ollier, monsieur le ministre, monsieur le président de la métropole du Grand Paris, si tu veux bien nous rejoindre, parce que j'ai une petite idée de la ligne 18 Nord, qui aujourd'hui est en pointillé sur le Grand Paris Express, si je ne me trompe pas, et il serait absolument formidable de pouvoir les attacher toutes les deux, ces deux lignes. Merci, Madame la Présidente, merci Marie-Christine. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, en votre titre et qualité, bonjour. Chers collègues et chers amis, beaucoup d'amis ici. Alors, vous pouvez poser la question, pourquoi le président de la métropole du Grand Paris vient dans le Val d'Oise? Moi, je sais pourquoi. Mais moi aussi. D'abord parce que Argenteuil fait partie de la métropole, cher Georges Moutron, et puis parce que la métropole, avec ses 7 millions d'habitants et ses 131 villes, jusqu'aux confins du plateau Briard de l'autre côté, et jusqu'à Argenteuil ici, ne peut pas ignorer ce qui se passe autour. Et nous sommes en train de préparer une convention de coopération avec toi, je t'en remercie. Parce que nous voulons faire en sorte de nous insérer dans un maillage et un réseau. Alors là, je vais peut-être pousser un coup de gueule, monsieur le préfet, bouchez-vous les oreilles. Je regrette amèrement qu'il n'y ait plus de politique d'aménagement du territoire dans ce pays. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est simplement s'occuper des retards de l'aménagement du territoire qui n'a pas été conçu avant. C'est aussi simple que ça. Mais comme c'est nous les responsables de la suppression de la DATAR, commissariat au plan, j'en étais le rapporteur à l'époque, j'en ai un amer souvenir, à l'Assemblée nationale. Et le préfet n'y est pour rien. Et heureusement, vous avez un préfet courageux et dynamique ici, parce qu'il essaie de ramer pour rattraper les retards. Oui. Parce que si on est obligé aujourd'hui, et merci Marie-Christine de prendre cette initiative, de créer ce comité de soutien, c'est qu'on a besoin de le créer pour être bien sûr que la ligne 19 va se faire. C'est ça qui est aberrant. Ce que vous disiez tout à l'heure, le responsable des usagers, est plein de bon sens, et j'apprécie tout à fait ce que vous avez. En France, on a un défaut. On fait... C'est mon téléphone, c'est pas grave. On fait de l'aménagement. On fait... Attendez, le téléphone de monsieur le préfet. On fait du développement. Il est par terre, voilà. Merci Thibault. On fait du développement. On crée des activités. Vous avez raison, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de transport. C'est évident. Mais nous, on fait du développement, on essaie de le faire sans les transports. Et puis 10 ans après, 15 ans après, on se dit, zut, il faut faire les transports. Mais on marche la tête dans notre pays. Parce que, bon, je vais raconter une histoire. J'ai jumelé la métropole du Grand Paris avec la métropole de Moscou, avant la guerre. Je suis allé à plusieurs reprises à Moscou, et le maire de Moscou m'a montré une grande carte de développement qu'il avait dans son bureau, Moscou au milieu, et des étoiles qui partent dans tous les sens, jusqu'à 15 km autour de Moscou. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il me dit, c'est des lignes de métro. Mais elles arrivent où? Dans des forêts. Mais pourquoi tu fais des lignes de métro qui arrivent dans les forêts? Il dit, parce qu'on fait le contraire de la France. Nous, on crée d'abord le métro et le transport, et ensuite, le développement viendra directement, parce que le transport sera fait. Et on rasera les forêts. Voilà, je vous raconte ça pour vous dire que si on est obligé, et Marie-Christine, bravo pour cette initiative. Enfin, écoutez, moi, dans les Hauts-de-Seine, j'ai une forêt à Rueil-Malmaison, je ne la raserai pas. Simplement, monsieur le préfet, pour vous dire qu'heureusement que vous êtes là pour pousser, car si ceci avait été acté dans l'aménagement du territoire qui aurait dû être réalisé avec ces schémas directeurs il y a déjà une quinzaine d'années, on n'en serait pas là aujourd'hui, obligé de ramer pour être tous ensemble. Voilà pourquoi la métropole est à vos côtés, parce que nous avons besoin d'interconnexion à partir... Bon, moi je défends la ligne 18, bien sûr, parce qu'elle doit avoir une gare chez maire de Rueil-Malmaison, à Rueil. Et ensuite partir vers la Défense et vers l'aéroport. Mais l'interconnexion de la 18 Nord avec la 19 permettra de faire le maillage qu'on aurait dû imaginer il y a belle lurette, mais qu'il faut maintenant concrétiser dans les projets. Les financements, ça vient après. Parce qu'on se dit, comment on va financer? On imagine d'abord les projets et ensuite on met en place les financements. Parce que s'il n'y a pas ce maillage, monsieur le préfet, tout à l'heure, vous parliez des changements de vie, la société évolue, les pages sont tournées. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on faisait il y a 20 ans, même pas 5 ans. Et ces modes de vie qui sont tout à fait maintenant aujourd'hui
vous l'avez évoqué tout à l'heure, différent de ce qui se passait avant, implique des attitudes différentes par rapport aux localisations et par rapport aux mobilités. Et si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Donc vous l'avez compris dans ce Val d'Oise, vous faites quelque chose qui est vertueux. Moi, alors, j'ai une chance, la métropole n'est pas compétente en matière de transport. Non, ça veut dire... Mais tu m'en demandes pour autre chose. Ça veut dire que c'est la région qui est compétente. Mais ce qu'on pourra faire dans les autres compétences que nous avons, Madame la Présidente, nous le ferons parce que vous en avez besoin et que c'est tous ensemble qu'on arrivera à tirer la charrue que l'État doit normalement conduire, Monsieur le Préfet. Voilà pourquoi je termine sur cet espoir de voir l'État taper sur la table et que Marc Guillaume, et je crois qu'il est d'accord, concrétise cette volonté d'inscrire la ligne 19 avec la connexion sur la ligne 18 dans le schéma directeur global. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Et on a tous bien compris que cette ligne 19, eh bien, c'est une chance pour les Valdoisiens, une chance pour les entreprises implantées dans le département, une chance pour votre groupe Aéroport de Paris. Régis Lacotte, expliquez-nous ce que vous en attendez. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, le groupe ADP, on attend beaucoup, forcément, mais et avant tout, les 700 entreprises qui travaillent sur la plateforme. Parce que nous, le groupe ADP, on est un acteur essentiel de la relation avec les territoires. Mais derrière, il ne faut pas oublier que sur notre site, on accueille 700 entreprises, 90 000 emplois. Aujourd'hui, ce site est le premier employeur du Val d'Oise, puisqu'il y a 15 000 salariés qui sont issus du Val d'Oise et qui viennent travailler au quotidien sur l'aéroport. Et si on se projette un peu, parce que j'ai entendu un certain nombre de vous, et ça me fait plaisir, parce qu'on est souvent, nous, ADP, un peu seuls dans ce rôle d'acteur de vision long terme. Et donc, quand j'entends finalement autant d'énergie fédérée sur une vision du futur, forcément, nous, ça fait écho avec nos enjeux. Si on se projette dans les 10 prochaines années, le site industriel va devoir renouveler un tiers de ses emplois, 30 000. Et possiblement, en matière de développement, créer 10 000 emplois supplémentaires. Donc c'est 40 000 emplois qui, dans les 10 prochaines années, vont être à pourvoir sur l'aéroport. L'intérêt de ce site, c'est d'être le mieux connecté aux territoires qui sont aujourd'hui nos principaux bassins d'emploi. Et il faut le dire, le Val d'Oise n'est pas bien connecté à l'aéroport, n'est pas bien connecté à la plateforme. C'est un enjeu très fort. C'est un enjeu d'ailleurs qu'on cherche à adresser dans la concertation publique qu'on a lancée actuellement sur le futur de Charles de Gaulle, CDG et vous. On a 3 défis. La décarbonation, certains en ont parlé, et ça passera notamment par un changement des accès en fait, à la plateforme. Et donc pour ça, il faut qu'on ait des opportunités de pouvoir avoir des transports en commun, pour pouvoir avoir un report modal. C'est bien entendu l'intermodalité qui est au cœur de notre vision d'aménagement futur. CDG, aujourd'hui, c'est 15 millions de voyageurs par an qui viennent à la gare de CDG2. D'ici à 5 ans, c'est 30 millions. On va doubler. Et on va doubler grâce à quoi? Grâce à la révolution des accès ferrés qui vont se faire dans les 5 prochaines années. Et si on se projette jusqu'à 2050, c'est possiblement 45 millions. Et ça, c'est sous l'effet notamment du CDG Express, du train express Roissy-Picardie et la ligne 17. Et forcément pour nous, si on peut mieux connecter cette plateforme à tous nos bassins, c'est un enjeu très fort pour notre futur. Et donc, à commencer notamment quand on a travaillé avec le Val d'Oise, on a aujourd'hui tout l'ouest de la plateforme, c'est 40% des emplois de la plateforme. 40% des emplois de la plateforme qui n'ont aujourd'hui que très peu d'opportunités de desserte en transport en commun pour venir travailler, et donc qui viennent essentiellement avec la voiture. Forcément, un projet comme la ligne 19, on ne peut être que supporter de celui-ci, notamment parce qu'il va connecter cet aéroport au Val d'Oise. Val d'Oise, on voit où il y a des projets, notamment de création d'autres pôles industriels, source de création d'emplois avec Agoralim, et puis dans une desserte qui nous emmène jusqu'au cœur et au poumon économique, en tout cas financier, avec la défense. Donc forcément, nous, on est très en support de ce projet, notamment par rapport à tous nos enjeux d'accessibilité pour continuer à faire de ce site industriel un site attractif et compétitif. Et donc, comme on sait qu'il y a beaucoup de jeunesse dans le Val d'Oise, il y a forcément, dans une perspective de d'ici à 10 ans, avec 30 000 emplois qui vont se renouveler, des opportunités pour le Val d'Oise et pour les résidents du Val d'Oise
de trouver des emplois sur la plateforme. Mais pour ça, il faut qu'on travaille ensemble, et c'est le sens de ce qu'on fait aujourd'hui, à pouvoir leur offrir des moyens de venir rejoindre le site, et pas forcément qu'avec la voiture, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, pour plus de 90% d'entre eux, ou près de 90% d'entre eux, la seule opportunité qu'ils ont. Merci, merci beaucoup. Il y a peut-être des questions. Vous allez avoir 2 micros de part et d'autre dans la salle, et je vous demanderai de bien vouloir vous présenter en quelques mots avant de poser votre question. Alors, nous avons une question de monsieur. Alors, je me présente, Yves-Marie Letiec, membre associé du conseil municipal de Saint-Ouen-l'Aumône. N'hésitez pas à rapprocher le micro, monsieur, de votre bouche, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien ? Qu'on vous entende mieux. Bon, rapprochez-le encore un petit peu. Alors, donc, je me présente, Yves-Marie Letiec, membre associé du conseil municipal de Saint-Ouen-l'Aumône, qui fait partie de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et effectivement, j'ai quelques questions à poser gentiment, non pas à l'Assemblée, mais à l'ensemble de la table ronde qui vient de se présenter à nous. D'abord, je remercie Madame la Présidente, qui, avec juste raison, a bien dit que les études, c'était bien, mais la réalisation, c'était nettement mieux. Monsieur le Préfet, que je remercie aussi de nous soutenir dans ce comité de soutien, qui, j'espère, va s'élargir, car on en a vraiment besoin. Mais ma simple question sera la suivante. Qui sera l'opérateur de cette ligne 19, RATP ou SNCF? Je n'oublie pas, d'après ce que j'ai cru comprendre, que cette ligne serait souterraine et pas aérienne. Quels sont les impacts qui vont être mis à ce niveau-là? Monsieur le Préfet n'aura pas-t-il face à lui des comités écologiques ou autres qui diront non au projet et qui seront capables, via un tribunal administratif, de dire non, ce projet a trop d'impact, de nuisance. N'oublions pas que la réalisation ne se fera pas en 10 ans, mais en 15 ou 20 ans minimum. Voyez ce qui vient de se passer rien qu'à Berlin avec ligne aérienne, ça fait 35 ans et ce n'est pas terminé. Pour quelle raison je dis ça? Parce que quand j'entends le mot usager, ça me déplaît profondément. Nous sommes tous des clients, car nous payons tout cela, que ce soit via les collectivités, via vos impôts. Rien n'est gratuit. Sauf que pour mener à bien ce projet, il faut aller plus loin. Et tous les impacts que nous avons font qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire le succès de cette ligne? C'est une petite ligne, n'ayons pas peur du mot. Les gens du Vexin, comment vont-ils être concernés puisque rien n'est direct? Donc aujourd'hui, on a une simple obligation, c'est de faire que la mobilité des Valdoisiens soit facilitée. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons parler d'économique, car c'est ça qui sera vraiment le point d'achoppement. Tout le reste, si vous voulez, ça va rester un petit peu comme un véritable nuage. Merci. Voilà la raison de mon intervention, mais je remercie tous les intervenants qui seront capables, pour les Valdoisiens, de faire améliorer leur mobilité. Monsieur. Je vous remercie de votre attention. Merci. Qui souhaite répondre à monsieur? Je vais dire un mot. Effectivement, on ne peut pas savoir aujourd'hui si c'est la RATP ou la SNCF. On verra bien. On n'en est pas là pour le moment. Le tout, c'est qu'on avance déjà et que... Alors, évidemment, le Vexin n'est pas arrosé par la ligne 19 directement, mais à travers toutes les interconnexions, évidemment, les Valdoisiens du Vexin pourront avoir accès aussi beaucoup plus rapidement à la plateforme, ou à Orly, par exemple, si aussi, de l'autre côté, on a le lien avec la 18. Une autre question peut-être dans l'Assemblée? Une question là, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît, en quelques mots. Oui, bonjour à vous tous. Je suis Daniel Aquin, vice-président chargé de la mobilité au sein de Roissy, Pays de France. Merci déjà du bon accueil d'aujourd'hui. Donc, je représente Pascal Dole, notre président, qui a été donc empêché, et donc je vous prie de l'excuser. Pour ce qui nous concerne, vous vous souvenez, Marie-Christine, que dès décembre 2023, donc la communauté d'agglo a
tout de suite adhérer au projet d'une création d'une ligne dans le Val d'Oise pour améliorer donc les transports. Et sur ce point-là, notre président et l'ensemble de l'agglo est tout à fait donc adapté à tout ce qui vient d'être dit pour faciliter les transports, la communication et surtout l'accès à Roissy. C'est pour ça qu'au travers de nos discussions entre nous, on est intéressé pour pouvoir bénéficier d'une alternative sur la possibilité de passer notamment par Goussainville, comme l'a précisé tout à l'heure Monsieur le Président Lariani sur Agoralim. Parce que le projet qui actuellement est présenté, en fait, rejoint directement Gonesse, mais sans passer par Goussainville. Donc on souhaiterait donc pouvoir étudier donc une alternative, un plan B, et pour ce faire, le Président, au travers de l'agglo, propose donc des financements pour contribuer donc à l'étude de cette alternative. Ben voilà. Voilà. Donc, en fait, voilà ce que le Président veut vous apporter aujourd'hui, veut nous apporter. Et puis, un complément encore par rapport à la temporalité du dispositif. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais un tout petit peu, de concurrents pour les extensions de lignes du Grand Paris sur le territoire de l'Île-de-France. Je pense quand même qu'il y en aura. Et on voudrait quand même, vu l'unité rassemblée aujourd'hui, on voudrait quand même que le Val d'Oise ne soit pas le dernier à présenter son projet. Et dans la temporalité, essayons de respecter les démarches administratives indispensables pour que notre dossier puisse être présenté dans les meilleurs délais. Donc je compte sur vous, pour les administratifs, tous ceux qui sont là, pour bien faire attention donc, au respect des opérations qui vont se déclencher dans les prochaines semaines pour que notre projet ne soit pas retardé par des prises de position qui viendraient donc dépasser ou remplacer la nôtre. Donc voilà ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que l'agglo, qui est quand même un grand secteur puisque ça va de Sarcelles jusqu'à Roissy, de pouvoir bénéficier et de faire bénéficier le projet de toute sa générosité pour arriver à aboutir. Voilà ce que le président Pascal Daul a voulu vous dire aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Pascal. Effectivement, il m'avait prévenu qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qu'il était d'un soutien extrêmement fort au projet. Parlons de Goussainville. La première approche qui a été faite, je le rappelle ici, je l'avais dit lors de la réunion avec Valérie Pécresse, la première approche a été travaillée par le département avec un GEROP pour avoir une première idée de ce que ça pourrait être. Et donc nous sommes restés sur ce faisceau, sans aller dans la finesse, naturellement. Et j'ai bien entendu, lors de la dernière conférence de presse, les demandes, et je le comprends tout à fait, et c'est tout à fait légitime, de pouvoir passer par Goussainville, d'autant plus que maintenant, on a la Sémaris, effectivement, qui a le projet d'Agoralim, qui est très, très important pour ce territoire valdoisien, et même pour l'ensemble du Val d'Oise. Donc, il n'y a aucune limite, je dirais, dans l'étude de la future ligne. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais ça va être justement le travail des études qui sont enclenchées maintenant pour regarder exactement où passera la ligne et où c'est important. Et peut-être qu'il y aura des moments où on aura besoin de rediscuter les uns et les autres ensemble pour affiner d'un peu plus près ce tracé de ligne. Merci à Pascal de sa proposition de financement. Je la prends au vol et je ne doute pas de sa générosité et de la vôtre. Donc, merci beaucoup. Tu m'avais parlé d'autre chose? Non, je crois que c'est ce que... Voilà, on sait que vous êtes là et que... Ah oui, mais bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons aujourd'hui le lancement de ce comité de soutien. Après, les autres lignes ont été ébauchées, mais je tiens quand même à dire que pour nous, la ligne 18 est extrêmement... Le prolongement de la ligne 18 est extrêmement important, au nord est important, puisque nous avons une jonction
qui devra se faire à la gare de Nanterre-La Folie et qui devra se faire en accord avec les deux départements et en accord avec monsieur le maire de Nanterre et monsieur le président de la métropole. Donc, évidemment, je suis à l'écoute. J'ai des espions partout. Ne croyez pas, parce que j'ai le sourire, que... Voilà. J'ai des espions partout et donc, non, on fait très, très attention et on est sur nos gardes aussi. Mais on a un pouvoir, tous ensemble. Notre force, je crois vraiment que c'est parce que nous sommes tous ensemble réunis que l'on peut avancer et avancer plus vite. Et battre d'autres peut-être au poteau, mais l'idée n'est pas là. L'idée, c'est que notre projet débouche sur quelque chose de concret. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, bonjour. Monsieur Grimont-Pont, conseiller municipal à Aubonne, représentant de Madame Bolland. Madame Cavecchi, vous avez dit c'est bien de faire des études, mais donc il ne faut pas en faire tout le temps. Donc est-ce qu'on a un planning par rapport aux différentes échéances, fin des études de faisabilité, début des études proprement dites, choix des génies civilistes, etc., et mise en service? Non, on sait que ce qui a été évoqué dès les premiers temps de notre travail, c'est que ce serait 2040 pour l'exploitation concrète. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on sait que quand on commence des études, on ne sait jamais quand ça se termine. Hein, parce qu'il y a toujours, moi, mon expérience me dit qu'il y a toujours des études complémentaires qui arrivent et qui ont besoin d'être réalisées. Donc, on va être très attentif à ça. Mais évidemment, nous ne serons plus là. Mais ce que je disais tout à l'heure à monsieur le préfet, c'est pas grave. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que le Val d'Oise, les Valdoisiens qui seront là à ce moment-là, puissent avoir une vie meilleure, facilitée dans leur quotidien. C'est ça qui est important. Le reste, nous sommes de passage, vous et moi. Donc, ne faisons pas de fixation sur ce planning, sauf qu'il ne faut pas lâcher les choses. Voilà. Et là, j'aurai besoin de vous tous à un moment ou à un autre, c'est clair. Une autre question peut-être ? Eh bien, écoutez, merci pour ceux qui ont pris la parole. Merci à vous tous pour ce moment d'échange. Je vous invite à regagner votre place. Madame la Présidente, si vous voulez bien vous rapprocher du pupitre pour conclure cette matinée. Le scotch est à toute épreuve. Ça va aller. Juste quelques mots. D'abord pour remercier tous nos intervenants de la qualité de leur expression. Je pense que j'ai appris des choses. Et donc, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir apporté votre expertise à ce lancement de comité de soutien. Merci à toutes et à tous. J'espère qu'on est dans les temps et qu'on ne vous a pas trop retenu trop longtemps. Voilà, je pense que, et vous le savez, c'est ce que nous disons depuis tout à l'heure, la ligne 19, c'est évidemment un aménagement d'avenir, 2040, c'est pas demain, mais qui est capable de transformer en profondeur et durablement le territoire du Val d'Oise. Et donc, il constitue, je le redis, mais vous en êtes tous conscients puisque vous êtes là ce matin, il constitue un projet de la plus haute importance pour le département et, je l'ai dit à l'instant, une opportunité pour les générations futures. Aujourd'hui, on est le département le plus jeune de France métropolitaine par la tranche d'âge qui a moins de 30 ans. Et donc, ces gens-là vont vieillir, mais vont faire des enfants. Et on va avoir aussi les futurs valdoisiens qui vont arriver et qui vont avoir besoin de ce projet. La ligne 19, elle dépasse largement la seule question des transports. Elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives économiques, nous l'avons entendu tout à l'heure, qui sont absolument indispensables à l'attractivité et au développement du Val d'Oise. Et donc, je ne peux que me réjouir
encore une fois, mais vraiment profondément et du fond du cœur, du consensus qui se dessine autour de ce projet. Maintenant, à nous de poursuivre nos efforts. Monsieur le préfet, vous avez une voix qui est différente de la nôtre, mais qui est avec nous, et je vous en remercie vraiment, parce que c'est essentiel que l'État soit à nos côtés, parce que l'État va avoir à prendre des décisions, l'État national, mais va avoir à prendre des décisions importantes, puisque si, je vais dire les choses, si nous voulons que la SGP, c'est-à-dire la Société des grands projets, travaille, ait en charge les travaux, et ce que j'aurais aimé, c'est que ça soit aussi les études juste avant les travaux, il faut que l'État lui en donne l'autorisation. C'est très clair. Aujourd'hui, la Société des grands projets ne peut réaliser que des projets qui sont dans le schéma initial. C'est ce que disait tout à l'heure Stéphane Layani, c'est-à-dire que c'est un projet qui date d'il y a une quinzaine d'années, peu importe, mais cette ligne 19 n'était pas dans le projet initial. Et donc, aujourd'hui, il faut que l'État dise à la Société des grands projets, je vous donne l'autorisation pour définir les travaux et les réaliser. Deuxième chose, aujourd'hui, on le sait, la Société des grands projets, et je l'ai dit la dernière fois, je crois, au Conseil de surveillance, la Société des grands projets a, et c'est bien, va avoir en développement des lignes qui vont être sur les grandes agglomérations de France et de Navarre, ce qu'on appelle les SERM, c'est-à-dire extérieures. Nous souhaitons, et vraiment, vraiment très fortement, que l'argent des Valdoisiens ne parte pas à Montpellier ou à Lyon. C'est juste comme ça, c'est juste au passage. Il faut que cet argent reste sur l'Île-de-France. Voilà, ça c'est aussi quelque chose, alors je ne sais pas de qui ça dépend exactement, mais je pense que ça dépend de l'État là aussi, dans cette force de décision que peut avoir l'État. Il faut vraiment que les Franciliens puissent continuer à développer, et les Valdoisiens en particulier, leur système de transport. Donc, vraiment, merci de votre engagement, comme dans l'hémicycle chez moi, comme dans vos communes. Merci, mesdames et messieurs les maires. Merci aussi aux chefs d'entreprise qui sont évidemment partie prenante parce que c'est essentiel pour eux. Merci, messieurs les sénateurs, de tout ce que vous faites. Je regrette qu'il n'y ait pas de députés présents, c'est dommage. Mais peut-être qu'ils ont une séance, hein. C'est pas impossible. Ça peut arriver qu'il y ait des séances à l'Assemblée, donc, et des séances sérieuses où il y a du monde. Voilà. Et le Val d'Oise doit être impliqué ce matin dans une séance importante. Je l'imagine comme ça, en tout cas. En tout cas, je pense que vous aurez de nos nouvelles, de mes nouvelles très rapidement pour la suite de notre mobilisation. Regardez le Parisien ce matin, Guillaume. On a fait une page. Voilà. Ouvrez le Parisien. Il y a une page pour le métro de la ligne 19. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous tous pour votre présence en salle ou en ligne. Merci pour votre participation à cette matinée d'échange. La mobilisation se poursuit. Vous pouvez rejoindre le comité de soutien pour la ligne 19 en remplissant le formulaire disponible sur valdoise.fr. Merci beaucoup.